Quand on parle d'IA et de systèmes prétendument intelligents et autonomes, Milagros Micheli, sociologue, dans Les sacrifiés de l'IA, un documentaire d'Henri Poulain. il y a en réalité des humains qui travaillent en coulisses. Et ça, la plupart des gens l'ignorent. L'IA, c'est une multitude de tâches, une multitude de ressources et une quantité colossale de travail. Le tout dans le but de produire un résultat. Le fait que les gens ne sachent rien de tout ça est sans doute intentionnel. À la fin du XVIIIe siècle, un drôle de joueur d'échecs imbattable sillonne l'Autriche, la Mitteleuropa et bientôt l'Europe entière. Ce Turc mécanique, puisque c'est son sobriquet, se présente sous la forme d'une poupée de taille humaine flanquée de vêtements de magicien oriental, pipe à la main, assis à une table d'échecs derrière laquelle il semble battre chaque joueur qui le défie. Prétendument automate génial, machine autonome, il s'avérera finalement opéré depuis l'intérieur de la malle, qui sert de table par une petite personne qui le pilote comme un pantin articulé. Cette image qui a captivé en leur temps Edgar Poe, puis Walter Benjamin, est depuis quelques années remise en avant comme une métaphore de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, soi-disant machine mais reposant en fait sur le travail humain. Au point qu'Amazon, un brin décomplexé, en a tiré le nom d'une plateforme de micro-travail numérique, Amazon Mechanical Turk. Mais entre le produit final qu'utilise le consommateur et ce travailleur caché à l'intérieur du Turc mécanique, s'étalent des chaînes de valeur et de sous-traitance tentaculaires, opaques et mondialisées, dans des conditions de travail qui menacent parfois les droits fondamentaux et exposent à des risques sociaux et environnementaux. Alors comment le droit permet-il de prendre l'IA par l'angle du devoir de vigilance des entreprises, et ce notamment pour les organisations syndicales, et que révèle cette approche sur le fonctionnement actuel de l'économie ? Vous savez qu'Edgar Morin, qui s'est éteint fin mai, plaidait dans les dernières années de sa vie pour un humanisme ressourcé qui prenne le parti d'Eros, celui des forces d'union et de vie, contre celui de Thanatos. Vous écoutez Perspective, bienvenue. Perspective, le podcast de l'UJIC CGT, Clément Olivier. Auprès de nous, Antonio Casilli, bonjour. Bonjour. Sociologue, professeur à l'Institut Polytechnique de Paris. On vous doit notamment En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, paru en 2019 au Seuil. Et vous avez fait partie plus récemment du comité éditorial derrière le documentaire Les sacrifiés de l'IA d'Henri Poulain, diffusé l'année dernière sur France 2. À côté de vous, votre collègue Baptiste Delmas, bonjour. Bonjour. Juriste, maître de conférence en droit privé à l'école de droit de la Sorbonne, à Paris 1, par ailleurs membre de l'association Intérêt à agir, qui cherche à mettre le droit au service des organisations de la société civile, notamment on y reviendra avec un rapport publié en 2024 qui confronte en fait les discours de grandes entreprises françaises sur les solutions d'IA qu'elles déploient avec les plans réels de vigilance de ces mêmes entreprises. Et enfin, en face de vous, côté syndical, Christine Chiffre, bonjour. Bonjour. Copilote du pôle international de l'UJIC CGT, vous êtes élu vous-même au comité d'entreprise européen de Suez. On aura tout à fait l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté cette invitation. Une question pour entrer, on va dire, dans le lard de ce sujet. Antonio Casilli, vous faites partie des gens qui ont permis, je vous le dis, à la notion de travailleurs du clic, de data workers, de travailleurs de la donnée, de prendre une place dans le débat public. Et en même temps, vous en êtes venu à actualiser un peu la notion en vous tournant vers celle d'ouvrier de la donnée. Pourquoi ? Ça va nous permettre aussi de rappeler leur fonction dans cette chaîne. Parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on pense seulement, disons, dans le débat public, à la partie logicielle, à l'interface qui s'affiche face à nous. Mais en réalité, derrière, il y a d'abord des infrastructures énormes, des câbles sous-marins, des centres de données. Et qui dit données, qui dit énorme masse de données, dit aussi quelqu'un qui doit préparer ces données. Il doit les annoter, il doit les sélectionner, filtrer, etc., etc. Et vous imaginez bien que ce travail qui consiste parfois à réaliser des tâches très simples, qui sont par exemple celui de décrire une image. Y a-t-il dans cette image un chat ou une voiture? Ou alors de dire si cette conversation dont on écoute une partie, c'est sur la météo ou sur la politique, c'est pas un travail qui va être réalisé par des ingénieurs surpayés et
très, reconnue, très visible et donc effectivement très chère. C'est plutôt une force de travail qui est constituée par des millions de personnes, et selon certaines estimations, des centaines de millions de personnes, partout dans le monde, surtout dans les pays à faible revenu, où la force de travail est abondante et bon marché. Et donc, dans ce contexte-là, on est face à la constitution d'une énorme classe ouvrière de la donnée, parce qu'effectivement, il s'agit de personnes qui, non seulement dans leurs conditions de travail et dans leur lutte pour la reconnaissance, font face aux mêmes enjeux que les classes ouvrières des siècles passés, de la première révolution industrielle, mais en plus ont une véritable, une véritable vision de la société qui est celle des personnes qui, depuis l'intérieur, créent ces technologies et en même temps ne sont pas reconnus, ne sont pas visibles. Et c'est pas qu'ils sont invisibles parce que leur travail, par sa nature, serait un travail qui se passe dans l'ombre. Non, ils sont invisibles parce qu'ils sont cachés par les entreprises qui produisent l'intelligence artificielle, qui ont intérêt à montrer, à mettre en avant seulement les modèles surperformants avec des trillions de paramètres, parce que c'est ça qui attire les investisseurs, plutôt que de reconnaître qu'il y a cette nécessité, encore aujourd'hui, d'avoir recours à une force de travail de personnes qui ne sont pas les ingénieurs surqualifiés ou les product managers ou les data scientists. Pas les ingénieurs occidentaux, entre guillemets, surqualifiés, mais ce sont quand même souvent des gens qui sont qualifiés et qui, par ailleurs, s'organisent. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous les voyez émerger comme une classe ? Récemment, il y a eu une encyclique du pape qui s'appelle Magnificat Humanitas, qui a été beaucoup commentée, que le pape a consacré à l'IA. Mais alors lui, il parle il y a toute une partie qui parle de briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavage. Vous dites que ce n'est pas des esclaves, ce sont des ouvriers. Ce n'est pas des esclaves, ce sont des ouvriers. C'est des personnes qui parfois font face à des conditions de travail vraiment extrêmes et qu'il faut vraiment s'efforcer d'améliorer. Et qu'eux-mêmes s'efforcent d'améliorer, et ça c'est la première chose, mais ils ne sont pas des esclaves parce qu'ils ont ce qu'on appelle, on dirait dans un contexte universitaire, une agentivité. Ils ont une puissance d'action. Ils font quelque chose pour sortir de cette situation. Kenya, 2025. Aujourd'hui, je suis membre d'un syndicat parce que j'ai démissionné. Je me suis senti libre de le faire. Les sacrifiés de l'IA. Le plus difficile, c'est d'arriver à convaincre les personnes qu'il faut qu'elles nous rejoignent. Parce que ça leur fait très peur. Parce qu'elles sont terrifiées par ces grosses sociétés d'IA, donc elles ne veulent pas se syndiquer. On n'a pas le droit d'être membre d'un syndicat. La personne est immédiatement virée. Donc, de ce point de vue-là, le pape, qui a cherché avec cette encyclique Magnificat Humanitas à recréer une doctrine sociale pour les travailleurs du XXIe siècle à l'heure de l'intelligence artificielle, à mon avis, est passé à côté de quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que cette masse de travailleurs de la donnée, il les considère comme des esclaves et dans une posture très catholique, ces esclaves doivent être libérés, peut-être convertis à quelque chose, et en plus, effectivement, quelqu'un d'autre s'occupe de briser leur chaîne. Or, le problème principal est que le pape, lors de la présentation de cette encyclique, n'a pas caché le fait qu'il envisage, entre guillemets, de porter ce discours de libération avec l'aide de Anthropic. L'un des fondateurs d'Anthropic était assis littéralement à la gauche du pape lors de la présentation de l'encyclique. Et donc, c'est pour cela que je me dis il y a peut-être un problème au niveau de l'encadrement politique de cette encyclique. Baptiste Delmas, un mot peut-être pour compléter. Il faut aussi rappeler que ces travailleurs de la donnée, ils n'interviennent pas qu'en amont des solutions d'IA. Il faut en permanence les ajuster, adapter les IA, puisque par définition, le monde qui est l'objet de ces IA évolue en permanence. Oui, bien sûr. Bon, ça, ce sont les travaux effectivement menés par Antonio Casilli et son équipe qui montrent bien que les travailleurs doivent intervenir à la fois en amont pour préparer, alimenter la machine, mais en aval pour l'améliorer continuellement, en vérifier les résultats. Et c'est, à mon avis, de ce point de vue-là que
Les travailleurs de la donnée qui sont recrutés aux quatre coins de la planète ont un point commun important avec les salariés qui sont en France et qui sont finalement les utilisateurs finaux parfois de ces services d'intelligence artificielle sur le lieu de travail. C'est que les salariés en France sont également amenés à produire de la donnée pour améliorer continuellement ces services d'intelligence artificielle. 2 exemples ici. Le premier, lorsque l'on demande à des conseillers clientèle d'être sur écoute pendant leur conversation afin d'améliorer un outil visant à améliorer par la suite leur productivité, ils produisent de la donnée. Deuxième exemple, lorsqu'on demande à des agents de manutention de vérifier les résultats produits par un service d'intelligence artificielle qui leur est mis à disposition, c'est là aussi un travail de la donnée puisqu'ils vont contribuer à l'amélioration continuelle de ces services. On se transforme toutes et tous en travailleurs de la donnée, même si évidemment on est dans des conditions de travail et d'existence très différentes par rapport à ces gens. Ouais. Oui, avec une spécificité sur laquelle on reviendra quand même peut-être, j'imagine. Ce sont les conditions de travail auxquelles sont soumises les travailleurs de la donnée, recrutés par des sous-traitants ou des plateformes numériques de travail dans des pays dans lesquels il y a des protections sociales tout à fait faibles. C'est ça, on va le dérouler, notre sujet. Christine Chiffre, ce qu'on voit avec ces géants de la tech et leurs solutions de l'IA, est-ce que vous pensez que c'est un changement de ce qui est décrit là, un changement de paradigme de notre capitalisme mondialisé ou une évolution de dynamique plus ancienne, puisque la division internationale du travail, ça ne date pas de l'IA? Oui, alors tout à fait. Depuis 40 ans, en fait, on assiste à une évolution du capitalisme avec sa financiarisation extrême et sa mondialisation. On a aujourd'hui des chaînes de valeur, des multinationales sur l'ensemble des continents. Et ça s'applique bien évidemment à toute l'industrie, toute l'économie numérique et celle de l'IA. Donc aujourd'hui, on a un capitalisme qui exploite au maximum à la fois la planète, les ressources, mais également le travail humain, où qu'il soit, et si possible, dans des conditions qui lui permettent de gagner toujours plus d'argent. Et c'est là que, bien évidemment, on peut parler des travailleurs du clic et de ces travailleurs qui sont essentiels, finalement, au fonctionnement des intelligences artificielles qu'on utilise plus ou moins toutes et tous aujourd'hui. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que pour répondre à cela, il nous faut un syndicalisme qui soit à la même hauteur, c'est-à-dire qui s'organise au niveau international, à la fois au niveau de nos confédérations, etc., au niveau de nos fédérations, mais également dans nos entreprises, dans nos multinationales, à la fois au niveau local, dans nos instances, dans nos syndicats. On peut porter des choses et on va en parler, mais il y a aussi des instances de tête de ces multinationales, les comités d'entreprise européens, les comités de groupe monde, dans lesquels on peut construire des convergences avec les représentants des autres pays et partir des exemples concrets de ce qu'ils vivent, des activités qu'ils vivent, et même aller plus loin encore, construire quelque chose avec les sous-traitants. Une fois qu'on les a identifiés, on peut aller se rapprocher des organisations syndicales, des syndicalistes de ces sous-traitants, et comme ça, on va pouvoir construire une réponse qui soit à la hauteur et qui défende en fait les droits de toutes les travailleuses et les travailleurs partout sur la planète. Baptiste Delmas, vous parlez de pipeline de la donnée. Peut-être qu'on peut en venir à cet aspect effectivement de sous-traitance. Est-ce que vous pouvez nous la décomposer un peu, cette chaîne, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre l'interface ou la solution d'IA qu'utilise le consommateur ou le travailleur en France, par exemple, et à l'autre bout de la chaîne, le travailleur du clic qui annote, vérifie, trie, génère des données? Oui, alors le pipeline de la donnée, c'est une expression qui n'est pas la mienne. C'est une expression qui est utilisée par les sciences informatiques pour décrire justement tout le cheminement de la donnée. Alors schématiquement, ça commence par une première étape de décision prise sur le projet d'apprentissage machine, de quel type de données on va avoir besoin. Par ensuite l'acquisition de ces données. S'il nous faut des images, il va falloir les trouver quelque part. S'il nous faut du texte, il va falloir les trouver quelque part. La préparation de la donnée ensuite. Une donnée brute, une image brute, un texte brut ne sera pas forcément utile, exploitable par la machine. C'est là où interviennent notamment des travailleurs pour préparer ces données, jusqu'à la fin, jusqu'à l'archivage, au stockage de ces données, une fois qu'elles ne sont plus nécessaires au projet. Et c'est dans tout ce pipeline, donc tout ce cheminement, par ailleurs on pourrait appeler ça le cycle de vie de l'IA. Dans tout ce cycle de vie de l'IA interviennent des hommes et des femmes qui vont travailler cette donnée, produire cette donnée, l'améliorer continuellement. Ce sont donc des travailleurs de la donnée. C'est en ce sens que cette catégorie de travailleurs de la donnée n'est pas propre à des travailleurs qui seraient dans des pays dits du Sud, mais qu'on les a aussi en France, on les a partout. Simplement, voilà, une grande partie de ce travail de la donnée, Antonio Casilli le disait tout à l'heure, n'est pas réalisé en interne par les entreprises qui
élaborent et qui produisent les modèles d'intelligence artificielle, mais sous-traités par au moins 2 grandes catégories de sous-traitance aujourd'hui. La première catégorie, c'est une catégorie tout à fait traditionnelle que l'on connaît depuis des années dans des secteurs comme le textile, l'agroalimentaire et ainsi de suite, qui est de sous-traiter à des sociétés locales de pays quelconques la production et la fourniture de ce service-là. Et donc, dans cette première catégorie, on va s'appuyer sur des sous-traitances préexistantes. Dans la deuxième catégorie, elle est un petit peu plus nouvelle, on s'appuie sur les plateformes numériques de travail qui présentent une différence que l'on sait, toutes et tous, par rapport à la première catégorie, c'est que là, les travailleurs ne sont pas salariés, mais sont des travailleurs indépendants qui travaillent depuis chez eux ou depuis n'importe quel endroit et qui donc, de ce point de vue, ne sont pas protégés par des dispositions de droit du travail ou de la protection sociale qui profitent uniquement aux salariés. Et qui sont, oui, donc atomisés, ubérisés ? Bah oui, c'est la Banque mondiale, dans un rapport qui a été publié en 2025, Travailler sans frontières, qui estime le nombre de travailleurs de plateforme dans le monde entre 70 à 435 millions de personnes dans le monde. Donc parmi eux, il n'y a pas que des travailleurs de la donnée, il y a des chauffeurs et des livreurs, mais il y a aussi des travailleurs de la donnée. Et donc oui, eux, par définition, ils travaillent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour répondre à des demandes. Ils travaillent potentiellement depuis chez eux. Et donc, on va venir, les risques d'atteinte à leurs droits fondamentaux ne sont pas tout à fait les mêmes que pour des salariés, puisque si je travaille chez moi, isolé, c'est pas tout à fait la même chose que si je suis salarié dans un établissement avec éventuellement des représentants du personnel, etc. Antonio Casilli, vous parlez de vectorialisme et même de classe vectorialiste. Est-ce que ça rejoint ce qui vient d'être dit ? La classe vectorialiste, en réalité, c'est celle qui profite de ce système international, global, de mise au travail des personnes, des hommes et des femmes. Et finalement, c'était dans ce livre que j'avais publié en France en 2019, donc En attendant les robots, une manière de dire qu'il y a, si vous voulez, un enchaînement entre des personnes qui seraient effectivement les prolétaires de cette révolution industrielle, donc c'est les ouvriers de la donnée, et des personnes qui se trouvent dans un état intermédiaire, parfois plus proche politiquement avec les intérêts des billionnaires, des milliardaires, en français, qui mettent sur le marché, ces solutions. Mais en même temps, qui sont, si vous voulez, les data scientists, les développeurs, etc. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est aussi de souligner que dans les situations qu'on rencontre, parce que avec mon équipe de recherche, qui s'appelle DeepLab, à l'Institut Polytechnique de Paris, ça fait 10 ans presque qu'on réalise des enquêtes dans plusieurs dizaines de pays, partout dans le monde, surtout en Amérique latine et en Afrique. Et là, on remarque que on a des situations qui sont parfois absolument grotesques, de personnes qui travaillent depuis chez eux, depuis des cybercafés, depuis des bureaux. En même temps, soyons clairs, les bureaux, parfois, c'est des bureaux assez de fortune, comme on dirait. Donc, par exemple, au Kenya, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans des tentes qui rassemblent à celles qui sont dans des jardins. Donc, sauf que sous ces tentes, il y a 100 bureaux et 100 ordi. Et en plus, c'était, quand j'ai parlé avec ces personnes, la saison des pluies, avec des situations parfois extrêmement dangereuses, même du point de vue physique, à réaliser ce type de travail lorsqu'il pue des cordes autour de vous. Donc, sans parler du fait que le fait de transformer, si on travaille depuis chez soi, son propre appartement en usine à clics, parfois vous met face à des situations extrêmement complexes. Moi, j'ai à l'esprit toujours ce cas assez vraiment grotesque d'une travailleuse au Brésil qu'on a interviewée en 2023 qui prenait des photos de excréments de son chien pour entraîner un robot aspirateur. Donc il fallait que le robot évite les excréments des chiens et donc elle devait prendre des photos qui étaient dégoûtantes et qui, en plus, étaient à télécharger dans des bases de données. Vous imaginez, ça devient effectivement quelque chose d'assez grotesque. Ça, c'est grotesque, mais ce qui est bien montré dans le film Les Sacrifiés de l'IA, c'est aussi subir des images violentes, puisque absolument, pour qu'une IA sache ce que c'est que la pédocriminalité ne le fasse pas, ou ne produise pas ce type d'image, il faut bien lui expliquer ce que c'est. Oui, et lui montrer ce que c'est.
Alors oui, ça c'est quelque chose sur laquelle on insiste beaucoup au niveau du débat public des dernières années. Et malheureusement, on ne parle que de ces cas extrêmes ou de comportements sexuels criminels ou de comportements criminels d'autres types. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire qu'il faut enseigner à ces modèles d'intelligence artificielle à reconnaître des tas de situations qui parfois, parce qu'elles sont enregistrées dans des vidéos ou décrites dans des textes, peuvent être traumatisantes pour les ouvriers de la donnée qui doivent analyser ces données et donc finalement dire non, ça c'est vraiment un échange ou un contenu qu'on ne peut pas admettre. Mais par contre, ils doivent le regarder. Et donc, effectivement, ils sont exposés à des formes vraiment extrêmes. Par exemple, moi, j'ai aussi à l'esprit une travailleuse de la donnée qu'on avait accueillie à Paris, et cette personne était incapable de circuler dans le métro parce qu'elle avait regardé trop d'accidents de train et de métro dans sa vie. Et donc, finalement, elle avait des réactions, des attaques de panique lors d'une situation absolument quotidienne pour nous. Mais alors, finalement, on est face à une génération entière de personnes qui sont les sacrifiés de l'IA, ce sont les victimes sacrificales de l'IA, parce que c'est des personnes qui sont finalement destinées à regarder le pire de la vie humaine, parfois du comportement humain et parfois des choses qui arrivent dans nos vies, comme des accidents de la route, comme des blessures ou pathologies graves pour entraîner des intelligences artificielles de tout type. Les sacrifiés de l'IA, un documentaire d'Henri Poulain. Je m'appelle Faustine Makira. J'ai travaillé pour des IA pendant plus de 3 ans. Je suis devenue angoissée. Je n'arrivais plus à sortir. Je ne supportais pas la foule. Je n'avais plus l'impression d'être moi-même. Avant, j'étais quelqu'un d'extraverti. Mais comme j'avais peur de sortir, petit à petit, je me suis isolée. C'est ce qui a déclenché ma dépression et c'est pour ça que j'ai démissionné. Pour combattre l'anxiété, je reste la plupart du temps à l'intérieur. Quand je vais dehors, je me sens encore en détresse. On peut faire une pause, s'il vous plaît? Baptiste Delmas, un mot pour compléter? Non, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de modérateurs de contenu dans le débat public et peut-être ici une précision à apporter, c'est qu'il y a d'un côté ces modérateurs de contenu qui vont filtrer du contenu en direct pour des réseaux sociaux, qui vont être amenés à indiquer que tel contenu ne peut pas être diffusé. Et puis, il y a une autre partie de l'activité de ces modérateurs de contenu qui consiste précisément à annoter les vidéos qu'ils reçoivent. Et c'est en ce sens qu'il ne faut pas trop dissocier modérateurs de contenu et travailleurs de la donnée. Ces modérateurs de contenu sont aussi des travailleurs de la donnée. Et c'est là où ces travailleurs témoignent de conditions de travail particulièrement rudes, où leur tâche consiste précisément à écouter, à visionner des vidéos du début jusqu'à la fin et à décrire tout ce qu'ils voient. Pas besoin de rentrer dans de détails très précis pour s'imaginer les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir chez ces travailleurs. Si on en vient à ce rapport que vous aviez produit en 2024, et on dit IA, tout de suite les gens pensent à j'utilise ChatGPT à la maison, mais si on se concentre justement sur les IA dans les entreprises, au travail, on voit déjà qu'elles sont très nombreuses à déployer des outils avec de l'IA. Il n'y a pas que les chatbots. Dans ce rapport, vous énumérez des choses aussi diverses que la gestion des fluctuations dans la restauration collective, l'automatisation des caisses, des caméras dans les supermarchés qui doivent pouvoir détecter des comportements suspects de vol ou encore dans l'automobile, la maintenance assistée. Est-ce que déjà vous pouvez nous brosser un tableau de ça et le but de votre rapport, c'est de confronter ça aux plans de vigilance qui sont mis en place. Évidemment, ça nous permettra d'expliquer ce que c'est qu'un plan de vigilance. Oui, alors c'était l'année dernière, en 2024, on a publié donc avec l'association Interagir un rapport qui prétendait d'abord faire une photographie de l'existant, qui ne se prétendait pas exhaustive d'ailleurs, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par tout un tas d'entreprises soumises au devoir de vigilance. Et on a donc sélectionné une dizaine d'entreprises qui relèvent de 10 secteurs d'activité différents. Pourquoi ? Pour montrer que l'IA ne serait pas propre à un secteur d'activité, mais qu'on le trouve dans plusieurs secteurs d'activité.
Et donc, on a pris une dizaine d'entreprises. Et là, on a on a fait une recherche assez simple que tout le monde peut faire, en fait, dans la presse. Et on a regardé un petit peu quelles étaient les déclarations publiques des dirigeants de ces sociétés sur le déploiement de l'IA en interne. Alors, premier constat, toutes les entreprises recherchées déploient ou annoncent déployer de l'IA, certaines massivement. Ce sont des informations publiques. Un groupe comme L'Oréal, son directeur général indiquait dans la presse que L'Oréal n'est plus une entreprise cosmétique, mais une entreprise du numérique désormais. Puis ils ont déployé notamment une IA générative pour leurs 30 000 collaborateurs, je crois. Donc ça, c'est le premier constat. Toutes les entreprises observées annoncent déployer de l'IA. Et le deuxième constat, vous l'avez dit, il n'y a pas que de l'IA générative. Il y a tout un tas de services d'intelligence artificielle qui ont plusieurs finalités. Alors oui, dans la restauration collective, ça peut être pour les passages automatisés en caisse. D'autres entreprises, ça peut détecter des impuretés dans la peau. Il y a tout un tas d'utilisations possibles, imaginables. Et on a comparé cette pratique-là avec les plans de vigilance, dont on va parler un peu plus précisément après, juste pour essayer d'identifier quelque chose, savoir est-ce que ces entreprises qui déploient de l'intelligence artificielle et qui prétendent faire des économies ou de la productivité, est-ce que ces entreprises s'assurent des conditions sociales et environnementales dans lesquelles ces outils sont élaborés en conformité avec les obligations légales qui leur sont imposées? Et la réponse est substantivement négative. Justement, ces plans de vigilance, de quoi s'agit-il? C'est une obligation en France depuis la loi de 2017 sur les sociétés mères. Que contiennent-ils? On est sur un sujet, là, on sort de l'IA, qui n'est pas spécifique à l'IA, mais qui a un aspect particulier sur l'IA. Ouais. Le devoir de vigilance a été créé en France par une loi de mars 2017. Et cette loi impose à toutes les sociétés françaises qui emploient au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde de publier chaque année ce que l'on appelle un plan de vigilance. Dans ce plan de vigilance, les sociétés doivent d'abord réaliser une cartographie des risques d'atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales des travailleurs, des populations éventuellement affectées par les activités de ces entreprises, ainsi que des atteintes graves à l'environnement. Une fois que cette cartographie est réalisée, les sociétés concernées doivent prendre toute mesure effective afin d'atténuer ou d'anticiper la réalisation de ces risques. Donc ce devoir de vigilance, c'est avant tout un outil de prévention. On va tout faire pour prévenir la réalisation de risques dont on doit avoir connaissance. Alors vous disiez que ce devoir de vigilance n'est pas propre à l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai, ce devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre, il faut le préciser, a été élaboré, adopté en France en 2017 à la suite de grandes catastrophes sociales environnementales. Industrielles, oui. Industrielles. On a parlé beaucoup du Rana Plaza, donc l'effondrement de ce bâtiment à Dhaka au Bangladesh, dans le secteur du textile, qui avait fait plus de 1000 ouvrières décédées, qui étaient décédées des décombres de ce bâtiment. On pourrait citer des dizaines de cas dans lesquels il y a eu des désastres sociaux et environnementaux et pour lesquels on a cherché en vain à obtenir un dédommagement des victimes, des réparations et des responsabilités. Donc cette loi, elle a ceci de très important, c'est que pour la première fois dans une démarche aussi large, on reviendra peut-être sur le contenu de cette loi, elle impose aux plus grandes sociétés françaises de prendre leurs responsabilités. Et c'est là le point commun important à dire avec l'intelligence artificielle, c'est que l'IA, c'est... Elle n'est pas exempte de ça. Ouais. L'IA, c'est un secteur industriel globalisé qui doit donc avoir ses parts de responsabilité chez les entreprises qui sont impliquées dans le développement de ce secteur industriel. Perspective. Clément Olivier. Christine Chivre. Oui, justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Baptiste. Le devoir de vigilance, c'est un vrai outil pour nous, les organisations syndicales. Le problème de la loi française, c'est qu'elle exclut les représentants des salariés, les instances représentatives du personnel, de sa mise en œuvre. Mais la directive européenne sur le devoir de vigilance, elle change tout ça. Et même la dérégulation omnibus qui réduit le périmètre, qui limite les chaînes de sous-traitance, etc., elle conserve ce point-là, qui est l'implication de des IRP dans l'ensemble du processus. Il faut juste nous préciser, on parle d'une directive européenne de 2024 sur de nouveau qui ne concerne pas que l'IA, et ensuite un allègement l'année suivante de cette directive sous la mandature
suivante qui a un petit peu tendance à faire ça. Ouais. Oui, voilà. On a eu des acquis dans la précédente mandature qui sont en train d'être détricotés, à la fois sur le devoir de vigilance comme sur plein d'autres sujets. Et que tout ça, in fine, devrait être transposé en droit français. En droit français jusqu'à 2027. Et donc, c'est une opportunité aussi, cette transposition. Pour nous, il faut qu'on s'en saisisse pour transposer au plus haut niveau possible ce devoir de vigilance et ce qu'il contient, sans affaiblir, bien évidemment, la loi existante en France. Alors, pour nous, en tant que représentants des salariés, que syndicalistes, il faut aussi qu'on s'en saisisse. Et il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, les plans de vigilance, en fait, ils sont publics. Donc, on peut aller sur le site internet de notre entreprise, le consulter et se poser des questions très simples. Où est la chaîne de valeur de l'IA ? Quels sont les travailleurs ? Quelles entreprises sous-traitantes ? Dans quelle géographie, etc. Si on ne trouve pas les informations, on va questionner les directions. On peut le faire à l'oral, on peut l'écrire, on peut le porter aussi dans les CSE, dans les CE européens, pour obtenir des réponses. Et la dernière chose, c'est que si on n'a pas de réponse, si la direction botte en touche, on peut, de façon ultime, saisir la justice pour avoir ces réponses, puisqu'on a bien une obligation légale de ces publications. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Uniquement à un niveau international ou ça peut être à un niveau syndicat d'entreprise qui saisit ça L'idée, c'est vraiment de s'organiser, de faire une démarche globale dans les multinationales dans lesquelles on est. En fait, on est implanté dans toutes les branches, dans toutes les activités. Il y a des CSE partout. Donc, on peut développer une démarche, de se coordonner pour interroger dans tous les CSE. Et d'ailleurs, on aura des exemples précis parce que qui est plus à même de connaître les activités que les travailleuses et travailleurs eux-mêmes ? Personne. Donc, c'est bien l'endroit où on peut le faire et on aura des exemples concrets à apporter. Donc, en se coordonnant au niveau des différents CSE, des branches, de l'entreprise, au niveau des comités d'entreprise groupes, des comités d'entreprise européens, des comités de groupe monde, on va mettre une pression sur l'entreprise et réussir comme ça, on peut l'espérer du moins, à avoir au moins un début de réponse et pouvoir aller toujours plus loin, même si ça prend du temps. Et ce que je veux préciser aussi, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste du devoir de vigilance pour s'en saisir. Il faut simplement poser les questions et s'intéresser finalement à ces chaînes de valeur de nos grandes entreprises. Pas être un spécialiste du devoir de vigilance, ni messieurs, ni un spécialiste de l'IA. Alors, je peux être d'accord qu'il ne faut pas être un spécialiste ni du devoir de vigilance ni de l'IA. En même temps, je pense qu'on a, vraiment, il faut l'appeler de nos souhaits les plus forts, un besoin de changer notre manière d'envisager l'intelligence artificielle dans les entreprises et dans le monde du travail. Parce que pour une personne qui, comme vous, Christine Chiffre, connaît des thématiques liées aux travailleurs de la donnée et vous savez citer et décrire de manière pertinente ces chaînes de valeur, il y a 10 000 syndicalistes qui passent complètement à côté de ce sujet-là. Et malheureusement, nous, on le remarque parce que ça fait des années qu'on travaille avec la CGT, l'UJIC-CGT, et par-delà, la réception presque au niveau d'anecdotes de ce qu'on raconte. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a des personnes qui souffrent à l'autre bout du monde, mais après, cela ne change pas la perspective ni la doctrine syndicale, si l'on veut, qu'on adopte dans les entreprises. On continue de penser à l'intelligence artificielle comme une espèce de ovni qui arrive, débarque dans les entreprises, et nous, en tant que travailleurs, on n'y peut rien. Ou tout au plus, il faut chercher à négocier, très souvent à la baisse, des conditions de travail ou quelques petits gains en termes de rémunération, mais on oublie que le vrai problème derrière, c'est justement celui des chaînes de valeur, et c'est le fait de créer des formes de solidarité internationale avec ces mêmes travailleurs. De leur bien-être et de leur reconnaissance dépend la reconnaissance des travailleuses et travailleurs ici. Parce que, comme le disait au début Baptiste Delmas, il y a une continuité entre les conditions auxquelles sont soumises les personnes à l'autre bout du monde, ça peut être au Venezuela, ça peut être aux Philippines, et les personnes qui, ici, aujourd'hui, sont présentées par les entreprises même comme des simples utilisateurs
usagers d'intelligence artificielle, mais en réalité sont les entraîneurs ou réentraîneurs ou étiqueteurs et labellisateurs, etc. Parce que si vous y pensez, une énorme quantité de travail et de développement de ces intelligences artificielles passe par le fait que vous les utilisez et en même temps vous les entraînez avec vos données à vous. En plus, à chaque fois, on vous demande, c'est-à-dire l'interface même de n'importe quel chatbot, vous demande d'évaluer avec un pouce ou alors un pouce baissé de la qualité de la réponse. Ça, c'est quelque chose qui a un nom en informatique. Ça s'appelle reinforcement learning, c'est-à-dire de l'apprentissage par renforcement, et c'est un travail de la donnée. C'est un travail de la donnée qui fait de n'importe quelle personne, ça peut être un cadre de L'Oréal ou ça peut être un caissier qui travaille avec Sodexo, finalement un travailleur de la donnée au même niveau que les personnes qu'on rencontre au Kenya, à Madagascar ou au Chili. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Il faut changer la doctrine syndicale, il faut changer la vision. Et je termine seulement avec un élément important. Je trouve extrêmement intéressant que ce soit souvent les personnes des fédérations des métallos partout dans le monde qui s'occupent de ça. Si vous y pensez, non seulement en France, mais en Italie, la FIOM, qui est donc c'est mécanique là-bas, ou alors IG Metall en Allemagne, c'est des personnes qui travaillent sur cette question des travailleurs de la donnée et des chaînes de valeur depuis 10 ans. IG Metall a publié ce qu'on appelle les Frankfurt Papers, qui sont une première manière de décrire ce travail et décrire les responsabilités des syndicats vis-à-vis de ces travailleurs déjà en 2016. Donc c'était il y a 10 ans. Oui, et pourquoi c'est intéressant que ce soit les fédérations métallurgie, industrie, parce qu'ils utilisent un vocabulaire industriel plutôt que de se concentrer simplement sur les conditions du déploiement, Ils sont habitués à savoir ou alors à envisager n'importe quelle solution technologique comme une longue chaîne de sous-traitance, et donc ils connaissent que, voilà, comme on dit en anglais, comment on fait la saucisse, et donc ils savent qu'il y a des ingrédients et que même si votre voiture est présentée comme le nec plus ultra du design allemand, en réalité, il y a quelqu'un qui est en train de ajouter des pièces mécaniques quelque part dans le monde. Baptiste Delmas. Oui, la question de l'association des organisations représentatives des salariés, des syndicats ou dehors des gens, elle est cruciale, elle est fondamentale. Je voudrais peut-être ici apporter deux précisions, en tout cas faire deux observations. D'abord, il est vrai que la loi française n'associe pas vraiment les organisations syndicales à l'élaboration du plan de vigilance, puisque le droit français nous dit que les syndicats ont vocation à être associés, donc c'est pas grand-chose. Alors, vous avez effectivement évoqué une directive européenne sur le devoir de vigilance qui a été adoptée en 2024, qui a été un petit peu modifiée. Peut-être que la France, au moment de la transposition de cette directive, pourra renforcer cette partie-là, ça reste à voir. Il n'empêche qu'il y a quand même en France des informations, consultations obligatoires qui sont imposées par le Code du travail et dont les élus du personnel peuvent s'emparer pour poser les questions à ce moment-là. Et puis deuxième chose, je voudrais quand même rappeler que en dehors des sociétés qui sont soumises au devoir de vigilance, dans toutes les entreprises françaises dans lesquelles il y a des comités socio-économiques, selon le seuil, je ne rentre pas dans les détails, il y a une obligation d'information et de consultation dès lors qu'une nouvelle technologie est introduite dans l'entreprise. Or, et là c'est une question que je vous soumets, moi je n'ai pas la réponse, mais je m'interroge. Très souvent, de ce que je peux entendre et de ce que je peux voir, les questions qui sont posées à ce moment-là sont des questions assez techniques. Dans les présentations au CSE des outils d'IA qui sont déployés, on a, parce que la loi l'impose, des propos sur les incidences environnementales des services d'IA qui sont déployés. Alors déjà, rien que ça, on pourrait en débattre parce que des fois, le contenu est plus ou moins limité. En revanche, je n'ai jamais rien vu, je n'ai pas tout vu, mais je n'ai jamais rien vu sur les conditions de travail des travailleurs de la donnée. Et là, c'est la question que je pose. Est-ce que les élus du personnel ont intérêt à rester sur un champ technique? Comment ça marche? Comment vous faites, etc. Ou est-ce qu'il faut poser une question un peu plus politique, un peu plus industrielle pour le coup, de savoir mais qui vous a vendu ce service-là? Et c'est fait comment? Et dans quelles conditions? Moi, je vois plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet quand même aux travailleurs et à leurs organisations de mobiliser un langage qui, à mon avis, leur est beaucoup plus naturel. C'est le langage industriel et non pas le langage algorithmique dans lequel il y a un sacré coût quand même pour entrer dedans.
Parce qu'on va se retrouver, je vois peut-être les choses de façon très négative, mais on va se retrouver dans des situations dans lesquelles, concrètement, un directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines et un ou une juriste droit social présentent les services d'IA déployés dans l'entreprise, mais ils n'y connaissent rien, et c'est pas une critique, à des élus qu'eux-mêmes ont du mal. On peut pas être spécialiste de tout. Santé, économie, emploi, droits humains, ça fait beaucoup. Donc poser la question de savoir, mais qui vous la fournit, ça vient d'où ? Ça peut permettre de lever le capot de la machine. Et ça me semble très important, pas seulement pour interroger les conditions de travail des annotateurs de la donnée, mais aussi pour anticiper les conséquences éventuelles qu'il peut y avoir sur les emplois et les compétences dans l'entreprise. Christine Chiffre vous répond. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, quand il y a des informations de consultation sur l'introduction de nouvelles technologies pour l'IA, c'est pas encore tout à fait gagné partout, mais on a tendance en tant que syndicaliste de se focaliser sur l'impact qu'il va y avoir sur nos collègues directement. Ça c'est clairement le cas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas forcément bien formé, bien informé des sujets, parce que les chaînes de valeur de l'IA, elles sont assez opaques, parce qu'on n'a pas forcément les informations qui sont diffusées de façon aisée par la direction, facilement accessible du moins. Et donc, il est pas forcément facile de s'emparer de ces données-là. Et puis, il y a ce carcan où la direction essaye de nous poser, et c'est bien évidemment là qu'il faut essayer de s'en extraire et de voir plus loin. Et là, justement, c'est tout l'intérêt du projet qu'on est en train de construire avec Eurocadre, qui est un projet qui a commencé, qui va durer 2 ans. L'objectif premier, c'est de faire des constats dans l'ensemble des pays européens, savoir quel est l'état de la loi, est-ce qu'il y a des accords qui existent, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans les différents pays, et d'en nous sortir des outils sur comment on fait pour s'approprier en tant que syndicalisme ce sujet-là quand ça vient dans nos entreprises, sous l'ensemble des angles en fait. Et puis, qu'est-ce qui nous manque, en fait, pour le faire ? Donc là, c'est un mouvement qu'on est en train de créer, dans lequel, en fait, l'UJIC-CGT, on est en train de aussi créer un groupe de travail venant de différentes entreprises, dans des secteurs, en fait, assez différents. On essaye, justement, de voir un petit peu comment on l'aborde dans des secteurs différents, parce que c'est pas forcément aussi la même chose. Et de mettre ça en avant, de commencer à construire des choses. Alors, peut-être que c'est un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est l'essentiel, je dirais. Et puis, de faire comprendre aussi que cette histoire de s'intéresser aux devoirs de vigilance, aux chaînes de valeur dans l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'important pour les travailleuses et travailleurs qui traitent ces données-là, pour les travailleurs du clic, mais aussi pour nous, pour notre futur, en fait. Et donc là, on est en train d'enclencher les choses, même si ça a été assez long. Je peux donner 2 exemples aussi, par exemple, de ce qui est en train de se passer. Chez Accenture, donc, qui est une société américaine, mais qui a des activités en France avec un grand nombre de salariés. De conseils, même. Voilà. Quand les syndicats interrogent la direction sur quelle est la chaîne de valeur de l'IA, ils sont renvoyés vers la maison mère. On n'a pas ces informations-là, c'est pas nous qui gérons, c'est la maison mère. Donc là, on a un renvoi. Donc là, c'est pareil, il faut mettre en place les outils et le process pour réussir à avoir ces informations-là. Capgemini, on a eu un gros plan de licenciement qui a fait beaucoup de bruit avec des mobilisations syndicales importantes. Et dans le même temps, en fait, Capgemini a annoncé qu'il acquérait une société dont l'activité principale, c'est les travailleurs du clic. Et on s'est beaucoup focalisé sur le mouvement social, sur le plan social. Et finalement, peu de personnes ont fait le lien entre les 2 sujets. Et on voit bien que là, tout est lié, et donc c'est à nous de s'emparer de ce sujet-là, d'autant plus que ces travailleurs du clic, là où ils sont, ils n'ont pas forcément accès à des organisations syndicales pour les défendre, mais nous, on a accès aux directions qui bénéficient de leur travail. Donc on a d'autant plus intérêt à agir sur ces sujets-là. Vous avez mentionné Eurocadre, simplement rappeler que c'est une fédération européenne de syndicats de cadres, à la tête de laquelle a été réélue il y a quelques mois Naïla Glaise, qui vient de l'UJIC-CGT. Je crois que, un mot peut-être en plus sur le travail qui est fait, notamment vous avez fait une enquête qui se rend compte que le niveau de conscience des affiliés d'Eurocadre était effectivement, ça confirme ce que vous avez dit, assez bas sur ces enjeux de sous-traitance. Oui, tout à fait. Donc, on a questionné donc les affiliés, on a eu pas mal de réponses et tous indiquent ne pas savoir s'il y a des travailleurs du clic dans la chaîne de valeur de l'IA de leur entreprise. La grande majorité dit que lorsqu'il y a un plan de vigilance, seules les sous-traitances de niveau 1 sont disponibles.
La majorité nous disent qu'ils ne sont pas associés aux décisions stratégiques, aux décisions de RSE, alors qu'ils et elles voudraient l'être. Responsabilité sociale des entreprises. Oui. Pardon, je déplie tous les acronymes parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément syndicalistes. Oui, pardon. Et donc, plusieurs dénoncent en fait l'opacité dans le suivi des plans de vigilance et des politiques donc, de responsabilité sociale des entreprises qui sont plutôt utilisées comme moyen de communication que comme moyen d'action réelle. Et une minorité nous dit que les dirigeants de leur entreprise ont leur rémunération variable indexée sur des indicateurs de développement durable, etc. Antonio Casilli. Bon, finalement, certaines des entreprises qui viennent d'être citées, je pense à Accenture, je pense à Capgemini, sont elles-mêmes niveau 1, entre guillemets, de sous-traitance. Je vous donne 2 exemples. Déjà, entre 2019 et 2020, dans le cadre des activités de mon équipe de recherche, on a interviewé des personnes qui travaillaient directement pour Accenture ou Ernst & Young, mais ça c'est entre le Portugal et l'Espagne, plus précisément à Barcelone. Et c'était des personnes qui faisaient de la notation de données, de la modération, et finalement qui entraînaient des systèmes. Donc là, si on posait la question de où sont les travailleurs de la donnée, eh ben, ils devraient admettre que quelque part, ils sont dans des bureaux qui sont estampillés par l'entreprise même. Capgemini, même histoire. J'ai passé une semaine à Madagascar entre 2022 et 2023 ensuite, dans une entreprise qui travaillait pour et avec Capgemini pour faire de la notation de données, par ailleurs appliquée à des systèmes particulièrement problématiques de nature militaire. Et pour terminer avec Madagascar, on a des exemples en France, comme par exemple une entreprise qui s'appelle Onclusive, qui en 2023 a annoncé un plan social particulièrement draconien, violent, en licenciant la moitié de ses travailleurs, sous prétexte qu'ils allaient être remplacés par une intelligence artificielle, toujours la même rengaine, mais en même temps, on découvre pratiquement dans le même souffle que, en réalité, ils avaient des travailleurs à Madagascar encore qui étaient en train de peut-être entraîner une intelligence artificielle, peut-être faire semblant d'être une intelligence artificielle. Et ça, c'est un problème sérieux qui, encore une fois, demande un changement de perspective lorsqu'on pose les questions, lorsqu'on est syndicaliste, aux personnes qui, à l'intérieur des entreprises, déploient ces intelligences artificielles. À mon avis, la première question devrait être « Où sont les travailleurs de la donnée ?» Baptiste Delmas, est-ce que... par ailleurs, les salariés en France ou en Europe peuvent par ricochet trouver un intérêt pour eux-mêmes en se saisissant de ce sujet de l'IA via le devoir de vigilance. Il y a un certain nombre de salariés qui parfois sont inquiets des conséquences que pourrait avoir l'IA sur leur emploi. Je voudrais faire un petit rappel ici. Le droit français du travail liste un certain nombre de motifs pour justifier un licenciement pour motif économique. Parmi eux, il y a celui des mutations technologiques. A priori, ce motif est complètement indépendant et autonome de difficultés économiques. Il suffit de démontrer qu'il y a une mutation technologique pour justifier un licenciement pour motif économique. Je vais un petit peu vite, mais l'idée c'est celle-là. Antonio Casilli parle à l'instant de Onclusive. C'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que justement, il y avait un plan de sauvegarde de l'emploi fondé sur le motif des mutations technologiques qui avait été soumis à l'administration du travail, et ce plan n'avait pas été homologué. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit quand même qu'il faut justifier l'existence de cette mutation technologique. Or, comment prouver qu'il y a ou qu'il n'y a pas de mutation technologique ? Eh bien, ouvrir le capot et savoir si derrière il y a une chaîne de sous-traitance et savoir s'il y a des hommes et des femmes qui font le travail derrière l'autre bout de la planète. Et si on arrive à démontrer ça, on fait tomber l'existence du motif de la mutation technologique. Sur les inquiétudes des salariés, ça veut dire qu'il faut peut-être élargir la focale. On se focalise souvent sur la peur que le travail humain soit remplacé par des IA, ce dont vous nous parlez toutes et tous. Là, c'est l'invisibilisation de ce travail humain qui est derrière et donc la mise en concurrence des travailleurs. Ouais, moi je pense qu'il faut être tout à fait suspicieux dès lors qu'on entend parler de la machine qui remplace nos emplois. Dès qu'on entend ça, je pense qu'il faut commencer à être très alerte sur le sujet et encore une fois se mettre en tête que c'est avant tout une organisation industrielle comme on en a eu pendant des décennies. Donc poser la question d'où ça vient, qui le fait, etc. Donc il y a d'un côté le devoir de vigilance qui vise un certain nombre de sociétés en France, pas des masses, entre 200 à 300. Là, ça offre des voies d'action juridiques spéciales, mais au-delà du devoir de vigilance, il y a aussi prendre en compte et vraiment prendre conscience de la dimension industrielle qui peut nous permettre de faire évoluer les questions qu'on pose et qu'on se pose dans l'entreprise.
Christine Chiffre, un mot de conclusion. Et puis par ailleurs, ces questions, elles ne sont pas que sur le travail, elles ne sont pas que sur l'IA, c'est aussi les conséquences environnementales. Oui, tout à fait. Là, pendant toute l'émission, on a démontré que l'IA était bien matérielle, en fait, alors que l'économie numérique se présente comme immatérielle, sans frontières, propre. La notion de cloud. Oui. Ça vole en l'air, c'est suspendu en l'air. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, on le voit dans l'ensemble de la chaîne de valeur, on a un impact environnemental de l'IA, c'est par l'extraction dans les mines, que ça soit par l'infrastructure de l'IA elle-même et l'énergie nécessaire, les gaz à effet de serre émis, que ce soit par l'utilisation de l'eau, qui peut poser des conflits d'usage aussi de l'eau pour refroidir ces data centers. Donc on a cet impact environnemental et cette prédation finalement du capitalisme sur les ressources naturelles sur la planète. Et bien sûr, ce dont on a parlé pendant tout le long de l'émission, le travail fondamental pour qu'un système d'intelligence artificielle existe. Historiquement, on l'a rappelé aussi, le mouvement syndical a su se battre pour les travailleurs et travailleurs du textile, des mines, et gagner par ce combat des nouveaux droits. Aujourd'hui, les travailleurs du clic, en fait, ce sont les invisibles du XXIe siècle. Et il est de notre devoir de créer un syndicalisme international de classe et de masse pour lutter et faire qu'on ait tous et toutes les mêmes droits sur cette planète, pour lutter contre ce capitalisme financiarisé. D'ailleurs, ces salariés, certains sont peu qualifiés, mais beaucoup sont diplômés et maîtrisent les outils du numérique, l'informatique. Donc, il est bien notre devoir, y compris en tant qu'ingénieur cadre technicien, dans notre syndicalisme, de s'intéresser à elles et eux. Donc, pour passer à l'action, on l'a dit, il faut qu'on interroge nos directions. Où sont ces travailleuses et travailleurs du clic ? Dans quel pays ? Quelles sont leurs conditions de travail ? Qu'on réagisse à créer des convergences dans nos entreprises, partout où l'on peut, dans nos CSE, dans nos CE, mais aussi au niveau global, international. Et pour finir, je souhaite conclure comme cela. La puissance financière des multinationales, elle n'a pas de frontières. Notre syndicalisme, il doit se mettre à la même échelle, il doit être internationaliste. Il faut que nous nous emparions des droits humains partout, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Antonio Casilli, dernier mot. Justement, on vient de rappeler le cloud, et moi je me souviens aussi de ce vieux mème qui était cette blague, il n'y a pas de cloud, c'est toujours l'ordi de quelqu'un d'autre, hein, et je dirais que la même chose est valable pour l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est toujours le travail de quelqu'un d'autre, donc il faut poser la question, le travail de qui et dans quelles conditions et à quels endroits. Bon, merci infiniment à vous trois, Antonio Casilli, Baptiste Delmas, Christine Chiffre, d'avoir été des nôtres. Merci à Naïla Glaise et Emmanuel Lavignet qui nous ont aidés à préparer cette émission, Stéphane Dujardin à la technique, et merci à vous, amis auditrices, auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. Cette émission ne dépend pas de la publicité ni de vos dons. Si vous voulez la soutenir, syndiquez-vous. Salut.